De présentation du master justice, procès, procédure. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Evelyne Bonis, je suis professeure à l'Université de Bordeaux et j'interviens aujourd'hui devant vous en qualité de co-directrice de, de cette mention de master justice, procès, procédure, qui est donc une des mentions de master en droit à Bordeaux et qui présente la particularité de ne comporter véritablement qu'un seul parcours, puisque en Master 1, il y a le Master 1 Justice, Procès, Procédure, que je co-dirige avec Aurélie Bergeau-Peterwald, également professeure à l'Université de Bordeaux. Et en Master 2, dans le prolongement, il y a le Master 2 Contentieux judiciaire et le Master 2 Mode alternatif de règlement de litige. Vous êtes un public d'étudiants, donc ce qui vous intéresse en réalité à vous, c'est la mention justice, procès, procédure et plus particulièrement le master 1 et 2 contentieux judiciaire, puisque c'est le seul parcours qui existe sur les 2 années, en master 1 et en master 2, et qui est ouvert aux étudiants. En effet, le parcours mode alternatif de règlement des litiges n'existe qu'au niveau Master 2 et c'est un parcours qui est exclusivement ouvert à la formation continue et donc qui regroupe davantage des professionnels qui viennent ici chercher un complément de formation sur les modes alternatifs de règlement des litiges et qui, pour cela, paient des droits d'inscription peuvent être pris en charge au titre de la formation professionnelle, mais qui sont bien plus élevés que des formations classiques en Master 1 ou Master 2. Donc, ce qui vous intéresse à vous, c'est donc le Master 1 Justice, Procès, Procédure, le Master 1 Contentieux judiciaire, qui se prolonge ensuite en Master 2. Ce master existe depuis, cette mention de master existe depuis longtemps à Bordeaux et c'est une mention de master qui est plutôt sélective dans la mesure où nous recevons un grand nombre de candidatures chaque année, de l'ordre de 1200-1300 dossiers. Il y a dans ce master 35 places, ce qui fait que, d'après les statistiques établies par l'université, globalement, un étudiant sur 31 est retenu pour intégrer ce master. Une sélectivité donc quand même assez importante, comme vous le voyez. Sur un très grand nombre de demandes viennent de l'extérieur de Bordeaux, un gros pourcentage. Je dirais, il y a à peu près un tiers de Bordelais qui demandent ce master sur l'ensemble des demandes, mais finalement, il y a 2 tiers ou 3 quarts de Bordelais qui intègrent ce master, puisque le système des candidatures dans de multiples universités fait que quand on est, pardon de le dire ainsi, un bon étudiant commence par rester dans sa propre université, et sauf à ce qu'il ait des volontés de se déplacer à l'extérieur, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas pris chez lui, si je peux me permettre ces familiarités. Alors, je sais, puisque j'avais reçu déjà un certain nombre de mails, que mon intervention aujourd'hui était assez attendue, parce que la campagne de candidature va bientôt ouvrir. Elle s'opère sur la plateforme Trouver mon master, et il ne vous a sans doute pas échappé qu'elle va s'ouvrir le 26 février avec une période de dépôt des candidatures qui est de l'ordre d'un mois, du 26 février au 24 mars. Ensuite, les jeux seront faits de votre côté. Ce sera à la commission d'analyser les dossiers. Nous disposons pour cela du mois de mai, du mois d'avril, enfin du 2 avril, me semble-t-il, au mois de mai pour sélectionner vos candidatures. Donc, cette sélection, c'est une sélection uniquement sur dossier que nous opérons en commission avec le professeur Aurélie Bergeau. Il n'y a pas d'entretien pour entrer dans ce master, donc uniquement sur dossier, et vous obtiendrez les résultats pour la première phase d'admission début juin et tout au long du mois de juin. Il y a une nouveauté cette année qui a dû, je pense, vous être expliquée dans les amphis. Il y a une phase principale d'admission qui va du 4 juin au 24 juin. Et donc, au cours de cette période,
Vous pourrez recevoir donc une réponse favorable à votre admission au fur et à mesure où les places ou la liste d'attente sera mobilisée. Et en fonction donc des refus que formeront certains, ça libérera des places pour la suite. Et il y a ensuite une phase complémentaire qui s'ouvre sur sur fin juin et juillet pour ceux qui n'auraient pas trouvé de master à l'issue de la première phase d'admission. Euh, alors, peut-être pour vous rassurer, parce que pour avoir échangé avec quelques-uns d'entre vous ou avec vos chargés de TD, je sais que cette procédure de sélection est quand même extrêmement stressante pour vous. Euh, Sachez que même s'il y a beaucoup de demandes, donc plus de 1200, qu'il y a finalement assez peu de places, 35, dans cette mention de master, il n'en demeure pas moins que l'on fait des propositions à de très nombreuses personnes. L'année dernière, nous avions établi une liste de plus de 100 personnes que nous étions prêts à prendre. Alors, c'était une liste d'attente, hein, forcément longue. Si les 35 premiers nous avaient dit on accepte le master, on en serait resté aux 35 premiers classés. En réalité, nous avons descendu presque l'intégralité de notre liste qui était de plus de 100 personnes. Donc, il y a quand même des possibilités. Parce que, évidemment, nous étudions tous les dossiers et pas simplement, je le répète, les dossiers des Bordelais. Bon, ces précisions, somme toute générales étant faites, je vais procéder en 3 temps. Un premier temps qui va consister pour moi à vous donner des indications sur ce qui fait la spécificité de ce master consacré aux procédures. Puis, dans un second temps, dans un deuxième temps, je vous donnerai des indications sur ce qui est important dans la constitution de son dossier et donc sur les critères de sélection. Et dans un dernier temps, je consacrerai un moment aux échanges avec vous et je répondrai aux questions qui sont les vôtres. Concernant le premier point, et donc ce qui fait la spécificité de cette mention de master, c'est une mention de master de droit privé qui met l'accent sur les procédures, le maniement des procédures. De prolonger des enseignements que vous avez pu déjà avoir dans le cadre de votre licence pour faire de vous, à l'issue de cette mention de master, des spécialistes du maniement des procédures, qu'il s'agisse de la procédure pénale, de la procédure civile ou des procédures civiles d'exécution. C'est la raison pour laquelle les matières fondamentales ne sont que des matières de procédure. Ça ne veut pas dire que nous ignorons les autres matières. Les matières de fond sont présentes, mais elles sont présentes à un moindre degré en matière, davantage matière complémentaire. Ces matières sont approfondies en Master 1 et elles le sont encore davantage en Master 2. Alors, cela appelle, me semble-t-il, une remarque, parce que finalement, et je suppose que parmi vous, il y en a un certain nombre qui hésitent ou qui vont candidater, et ils ont tout à fait raison de le faire, entre des masters de droit de fond, type la mention droit pénal ou la mention droit civil, spécialement les parcours droit pénal approfondi ou le parcours droit civil approfondi, et la mention justice, procès, procédure. Globalement, dans ces différentes mentions de master, vous avez les mêmes matières. Simplement, le dosage s'opère de manière un peu différente. C'est-à-dire que dans les mentions de droit pénal de fond, civil ou pénal, l'accent est mis principalement sur les matières de fond, le droit civil ou le droit pénal. Mais il y a malgré tout la possibilité de suivre des enseignements de procédure, y compris des enseignements de procédure avec TDM. Dans la mention justice, procès, procédure, bien, le dosage est en quelque sorte inversé. On met l'accent en TD sur les matières de procédure, mais malgré tout, vous pouvez suivre des enseignements de fond, aussi bien droit civil que droit pénal.
Pourquoi j'apporte cette précision? Eh bien, parce que souvent, les étudiants qui viennent nous trouver nous disent, mais on veut faire une mention de master parce qu'on veut devenir avocat ou magistrat. Mais aucun souci. La question suivante est quelle mention de master privilégier? Mais je vous dirais, peu importe, l'une ou l'autre. Dans tous les cas, toutes les matières dont je suis en train de parler sont des matières qui sont au programme de l'examen d'entrée à l'école d'avocat ou du concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature. Donc, je dirais que l'essentiel, c'est que vous les ayez travaillés d'une manière ou d'une autre, de manière approfondie ou pas. Si vous approfondissez les matières de fond, eh ben, au moment de la préparation du concours ou de l'examen, il vous faudra par vous-même approfondir les matières de procédure. Et à l'inverse, si vous avez approfondi les matières de procédure, eh bien, il vous faudra reprendre les matières de fond pour les approfondir. Sachant que de toute façon, dans ces différents concours et examens, tout est au programme, le fond comme la forme. Pour l'ENM, vous avez une épreuve de droit civil, procédure civile mélangée et une épreuve de droit pénal, procédure pénale mélangée. Pour l'examen d'entrée à l'école d'avocat, c'est un peu différent puisque la matière de procédure, c'est un choix que vous faites. Si vous choisissez de faire du droit pénal, alors vous ferez forcément de la procédure pénale, mais vous ne serez pas obligé de passer la procédure civile. À l'inverse, si vous choisissez une matière de droit civil, vous serez obligé d'y coupler la procédure civile et vous n'aurez pas de procédure pénale à l'examen d'entrée. Je dirais donc que peu importe votre choix, ce sont tous pour Bordeaux tout au moins des bons parcours, des belles mentions de master qui décrochent des places tous les ans à l'examen d'entrée à l'école d'avocat ou au concours de l'ENM. Alors si je voulais aller vraiment jusqu'au bout et plaider un peu pour ma paroisse, la mention justice, procès, procédure s'en sort quand même très bien au concours de l'ENM avec de très nombreux admis tous les ans. Mais il y a aussi des étudiants issus des autres mentions de master. Donc, c'est une question d'équilibre, mais il est évident que ce qui fait la force du master justice, procès, procédure à Bordeaux, c'est vraiment la richesse et la diversité des cours qui sont proposés en procédure et en procédure civile et pénale, puisque sur les 2 semestres, les 2 matières vous sont proposées et elles sont toutes les 2 ATD. Donc, TD de procédure civile, TD de procédure pénale OS1, TD de procédure civile, TD de procédure pénale OS2. Je crois que de ce point de vue-là, on est l'un des seuls masters en France à proposer autant d'heures de procédure ATD. Et on retrouve ces enseignements, mais sous un angle différent, en Master 2 ensuite. Donc, on met l'accent principalement sur la procédure, sans oublier malgré tout les enseignements de fond, parce que ce master ouvre vers le monde professionnel les métiers de la justice d'une manière générale, avocat, magistrat, je viens d'en parler, mais également le concours de greffier en chef, le concours de commissaire de justice, donc les anciens commissaires, huissiers de justice, donc le concours de commissaire de justice. C'est un master qui ouvre également vers la carrière universitaire, puisque en master 2, il n'y a plus de différence. Et vous pouvez parfaitement faire, j'allais dire, un mémoire ou un rapport de stage. Les 2 sont proposés, sachant que le mémoire est exigé pour ensuite continuer en doctorat de droit et envisager la carrière universitaire. Ce master 1, j'allais dire, dans sa physionomie, est un master 1, tout ce qui est de plus classique, hein, des cours, des TD en parallèle et des évaluations tout à fait semblables à ce que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent en licence. En parallèle quand même du Master 1, on pourra vous proposer de suivre, mais ça c'est commun à l'ensemble des parcours, à un grand nombre de mentions de Master de Bordeaux, une unité professionnalisation ou une unité recherche, qui est une unité que vous pouvez prendre à la place d'une autre petite unité et qui vous permet soit de découvrir la recherche, soit d'effectuer des stages et de suivre des enseignements effectués par des professionnels. Et beaucoup d'étudiants du Master 1 Justice, Procès, Procédure postulent dans ces unités de professionnalisation, plus particulièrement dans l'unité magistrat
et l'unité avocat. Ce sont des unités sélectives, mais malgré tout, il y en a quand même un grand nombre qui arrivent à obtenir des places dans ces deux unités, ce qui est un moyen d'avoir quelques enseignements par des professionnels et d'avoir des semaines de stage réparties au second semestre de l'année de Master 1, plutôt que de suivre un énième enseignement de 35 heures ou d'une vingtaine d'heures. Petite précision sur les stages, vous voyez que grâce à cette unité professionnalisation, donc des stages sont intégrés ou peuvent être intégrés dans le Master 1, en plus de ceux que vous pouvez faire de manière spontanée en Master 1, puisque c'est une année qui vous permet, avec votre statut d'étudiant, de réaliser des conventions de stage. Ensuite, il n'y a pas de... Pour les autres étudiants, pour ceux qui n'intégreraient pas ces unités de professionnalisation, il n'y a pas de stage obligatoire dans le Master 1. En revanche, il y a des stages obligatoires en Master 2 pour ceux qui se destinent au monde professionnel et non à la carrière universitaire. Dans ce cas-là, donc ceux qui font le choix non pas d'un mémoire de recherche, mais d'un stage, d'un rapport de stage, doivent effectuer pour la validation de leur Master 2 8 semaines de stage qui correspondent à 8 semaines libérées dans l'emploi du temps sur les mois de fin avril à fin juin, qui sont consacrés, où il n'y a pas de cours, et qui sont consacrés donc à la réalisation de ces 8 semaines de stage nécessaires à la validation du diplôme. Donc, cette mention de master intègre la dimension stage et la dimension professionnalisation de cette manière-là. En revanche, ce n'est pas une mention qui est ouverte à l'alternance. Et c'est une mention finalement assez classique, mais qui a quand même pour objectif de permettre à des étudiants qui n'ont pas eu cette chance-là auparavant de découvrir le milieu professionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez peut-être effectué des stages jusqu'à présent et quand vous allez candidater sur la plateforme Trouver mon master, vous allez avoir envie de mettre en avant ces stages. Bon, évidemment, si vous en avez fait, ne vous privez pas de cette possibilité. Mais sachez que ça n'est pas pour nous un élément décisif dans la sélection des dossiers. Nous savons, surtout au regard des métiers vers lesquels nous préparons, que la concurrence est très rude, que ce soit en cabinet d'avocat et encore plus évidemment en juridiction. Il est quand même assez difficile pour un étudiant de licence qui n'aurait pas trop de réseau et qui plus est, qui chercherait uniquement à Bordeaux pour des questions de proximité ou de logement, de trouver un stage. Vous vous trouvez en concurrence avec les étudiants de Master 1, les étudiants de Master 2, les étudiants qui sont à l'école des avocats, qui sont à l'école nationale de la magistrature. Bref, le nombre de places est quand même assez limité pour des étudiants de licence. Aussi, nous avons fait le choix de ne pas faire d'un stage un critère de sélection. Que vous en ayez fait, tant mieux, mais si vous n'en avez pas fait, ça n'est pas grave, ça ne vous exclut pas du tout de la sélection pour l'entrée en Master 1, justice, procès, procédure. C'est un plus. À dossier strictement équivalent, on aura peut-être tendance à privilégier celui qui aura fait un stage à celui qui ne l'aura pas fait, mais j'aurais même tendance à dire que c'est vraiment pas décisif. On n'y a qu'assez peu d'égards. Alors, dites-le dans votre lettre, mais c'est pas la peine de nous fournir 10 000 justificatifs et de réécrire à vos anciens maîtres de stage pour dire tout le bien qu'ils ont pensé de vous. Je ne doute pas qu'ils n'ont pensé que du bien de vous, mais sur un stage de 3 jours de pure observation, vous avez dû réussir à utiliser la machine à photocopier et vous avez dû réussir à faire un café correct. Alors, du café, bon, vous avez sans doute fait autre chose aussi, mais c'est loin d'être l'élément décisif. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire d'une manière générale sur la présentation de cette mention de master. Alors, avant que je passe au deuxième volet, comment candidater et qu'est-ce qui est important, est-ce qu'il y a parmi vous des étudiants qui ont des questions
Alors, je vois bien que certains sont dans des salles ou à la BU ou quelque chose comme ça, de telle sorte que c'est peut-être pas forcément évident de prendre la parole. Mais les autres, n'hésitez pas, hein, ça peut être aussi interactif, d'autant plus que vous n'êtes vraiment pas nombreux. 50 participants à cette réunion, j'avoue que je suis assez surprise du nombre. Ça fait, à mon sens, très, très peu. Euh, alors, j'ai une première question sur le chat. Est-ce que pour la thèse, le sujet ne peut être qu'un sujet de procédure ou cela peut être un sujet de droit de fond? Ça peut être les deux. Sur le sujet de thèse, il n'y a pas. Alors, j'allais dire, si vous sortez de la mention justice, procès, procédure, il est très probable que vous ayez un intérêt pour la procédure. Il est aussi tout à fait probable que vous ayez fait votre mémoire de Master 2 avec une dimension de procédure. Je ne dis pas qu'il est 100% procédure, mais il peut mixer droit pénal de fond et procédure pénale, par exemple. Et il est quand même aujourd'hui vivement conseillé de prolonger, alors, ça n'est pas obligatoire, hein, mais de prolonger le mémoire à travers la thèse. Donc, soit on travaille au même sujet, soit en approfondissant ou en élargissant des points qui ont déjà été quand même travaillés. Donc, j'imagine mal que si vous faites la mention justice, procès, procédure, en thèse, vous ne fassiez plus du tout de procédure. Mais une thèse n'est jamais, enfin, elle peut être 100% procédure, mais elle n'est pas forcément 100% procédure. Moi, j'ai des étudiants qui ont fait la mention justice, procès, procédure et qui sont aujourd'hui en thèse avec moi sur des sujets de thèse qui sont des sujets de droit de la peine avec une dimension procédurale. Euh, on a très souvent on peut avoir sans aucun souci des profils de ce type. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'une manière générale sur l'orientation? Alors, je laisse la question sur les conditions décisives d'admission, puisque c'est le volet que je vais aborder tout de suite après. Quelles sont les modalités de sélection s'agissant d'une unité de professionnalisation? Alors ça, je vais me le rajouter. Sur la physionomie générale de la procédure, vous avez compris de cette mention. Donc, vous êtes là pour faire de la procédure, vous ne faites pas que de la procédure, mais d'une certaine manière, ce que vous pouvez retenir de ce premier temps de la présentation, c'est que finalement, candidater dans cette mention n'a de sens que si ça vient s'intégrer par rapport à votre parcours professionnel. Le parcours professionnel ou votre ambition professionnelle, elle peut être extrêmement variée, mais en priorité, il est évident que ce type de master qui met l'accent sur la procédure, c'est un master qui ouvre davantage au métier judiciaire. Je les ai nommés magistrat, avocat, commissaire de justice, greffier. Ça peut être aussi les métiers de la police, commissaire de police, on peut aussi l'envisager, et les métiers en lien avec l'université. Si votre projet professionnel est de devenir notaire, je pense que ça n'est pas la mention particulièrement adaptée et il y a de grandes chances qu'on retoque votre dossier en raison du manque de cohérence du parcours professionnel qui ne semble pas tout à fait en adéquation avec les matières enseignées dans le cadre de cette mention. Venons-en donc à ce qui vous intéresse le plus, les conditions d'admission, les critères de sélection. Alors, vous verrez que sur la plateforme Trouver mon master, on va vous demander de fournir un certain nombre d'éléments extrêmement classiques. Vos notes, vos diplômes, un CV, une lettre de motivation et des indications sur votre identité. Bon, tout cela est tout à fait normal, c'est le passage quasi obligé pour toute candidature de ce type. Mais, alors, peut-être commençons par là. Bon, vos relevés de notes, vous savez ce que c'est, il n'y aura pas de difficulté. Le CV, ben, vous prenez un CV et vous faites un CV. Peut-être quand même deux précisions sur le CV. Le CV, vous le faites pour candidater dans un master. Vous n'êtes pas en train de le faire pour trouver un petit job pour l'été prochain. Donc, ce qui me semble important, ce n'est pas tant votre photo.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de séduire, ni vous, mesdames, ni vous, messieurs, les deux personnes, les deux professeurs qui vont… donc, ce n'est pas la peine d'aller vous photoshopper, on s'en fout un peu. Ce n'est pas non plus la peine de faire un CV hyper sophistiqué avec des bandeaux de couleurs, etc. Le CV passe partout, ça nous va très bien. Mais c'est un CV, je plaisante un petit peu, mais c'est surtout un CV qui doit mettre en avant ce que vous êtes, c'est-à-dire des étudiants en droit diplômés d'une licence qui veulent continuer en master. Autrement dit, ce que vous devez mettre en avant, c'est tout ce qui est en lien avec la formation juridique que vous avez reçue jusqu'alors et tous les à côté que vous avez pu faire, mais qui ont un lien avec votre objectif professionnel. Alors, je peux penser, certes, à des stages, je peux penser à des activités au sein d'une association, je peux penser à des implications dans quantité de choses, mais en revanche, ce qu'on doit voir en premier dans votre CV, c'est pas tous les petits jobs alimentaires que vous avez pu faire en parallèle de votre licence pour manger et tous les petits jobs d'été ou des travaux du soir. C'est-à-dire que si la première ligne que je vois, c'est un petit emploi depuis plusieurs années à McDo. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas une incidence, ça peut avoir une incidence, mais ce n'est pas ça qu'il faut mettre en avant dans son CV. Ou quelqu'un qui a ramassé du maïs, ou je ne sais plus comment on appelle là dans le sud-ouest, tout le travail qui consiste à épointer le maïs, etc. La castrer les pieds de maïs et compagnie pour tous les landais, ça doit parler. Ce n'est pas soi qui doit venir en avant. Donc, pensez à l'adapter. Votre CV, il doit contenir évidemment des informations que vous transmettez à d'autres, mais voilà, vous n'êtes pas en train de chercher un petit job, vous êtes en train de candidater en master. La lettre de motivation, quant à elle, j'allais dire, elle doit être claire, elle peut être écrite à la main ou tapée, je crois que de toute façon vous êtes obligé de la taper maintenant quasiment, quoique non, vous devez pouvoir l'écrire et la télécharger. Peu importe, ça n'a pas grande incidence. Elle doit être l'occasion pour vous d'expliquer votre parcours jusqu'à présent, y compris des difficultés que vous avez pu rencontrer. Vous avez peut-être eu un redoublement, vous l'expliquez, vous avez pu avoir un redoublement parce qu'il y a eu une année difficile, pour des raisons personnelles, pour des raisons variées. Vous avez le droit de l'expliquer. Vous pouvez également mettre… vous devez mettre en avant vos qualités, votre dynamisme et votre souhait d'intégrer ce master pour commencer à vous préparer à un métier que vous espérez exercer. Donc, soyez sincère dans cette lettre de motivation. Mettez-vous en avant, mais surtout essayez de vous démarquer par rapport aux autres en soulignant ce qui fait votre force, votre particularité, votre spécificité, aussi bien du point de vue strictement universitaire que du point de vue de vos qualités humaines, le tout en cohérence avec l'objectif professionnel qui est le vôtre. Donc voilà pour les données, j'allais dire, assez générales. À côté de ça, vous verrez que pour intégrer ce master, nous avons également demandé, posé des questions complémentaires auxquelles il vous sera demandé de répondre. Alors, parfois par oui ou par non, dans d'autres hypothèses, en donnant des indications chiffrées. Et ces questions, je vais vous les donner, qui va vous permettre de vous rendre compte sans doute qu'il s'agit d'éléments importants dans notre sélection. Nous vous demandons de nous indiquer les moyennes que vous avez obtenues au cours de vos années de licence, car pour nous, le niveau général de l'étudiant de licence est un critère important. C'est même souvent le premier critère qui nous permet d'entrer dans un dossier. Je dirais que, quitte à utiliser des termes peut-être un peu crus, mais un étudiant qui est un bon étudiant, qui depuis la première année a 14 sur 20, au moins de moyenne, et il y en a au moins 14 de moyenne générale sur chaque année de licence, même si on n'a pas eu beaucoup de notes de procédure dans son parcours jusqu'à présent, c'est rarement un étudiant qui va être très mauvais en procédure.
À l'inverse, un étudiant qui est très moyen en licence, qui tous les ans y arrive à peu près, il est à 10, un tout petit peu plus de 10, parfois grâce à des points de jury, il franchit la barre des 10, c'est aussi, et pardon de le dire, un étudiant qui va rarement être brillant dans les matières de procédure. Alors, on peut s'épanouir et tout d'un coup découvrir que les matières de procédure sont quand même géniales et beaucoup plus intéressantes que les matières de fond. Mais c'est quand même très rarement le cas. Si ça se produit, je dirais que c'est un concours de circonstances qui fait que d'abord on est en master 1, donc il y a une maturité qui est arrivée à un moment ou à un autre et que la personne n'avait pas nécessairement en licence. Et puis, il y a certes l'attrait pour les matières de procédure, mais elles sont quand même aussi intimement liées aux matières de fond. Donc, pour nous, c'est un critère important que de savoir quel est le niveau général. Et donc, on vous demande la moyenne obtenue en L1, en L2 et en L3. On vous demande ensuite si vous avez suivi ou pas en TD la procédure civile en L3 et idem pour la procédure pénale dans votre parcours universitaire. Alors, je dis L3 parce que c'est souvent L3 pour des Bordelais, mais ça peut être dans d'autres, en deuxième année dans d'autres universités. Est-ce que vous avez suivi ou pas la procédure civile en TD? Est-ce que vous avez suivi ou pas la procédure pénale en TD? Et si vous l'avez suivi en TD, quelle a été votre note de TD? Et éventuellement, si vous l'avez, quelle a été la note à vos examens? Là, vous l'avez compris. C'est sans doute le critère le plus important, ou en tout cas parmi les critères les plus importants. L'objectif de cette mention de master, ça n'est pas de découvrir la procédure. Un étudiant qui n'a jamais fait de procédure avant, dans sa licence, n'a quasiment aucune chance, je dirais même qu'il n'en a aucune, d'intégrer cette mention de master. Il faut avoir fait un peu, voire beaucoup de procédures déjà, car c'est une mention qui a pour objectif d'approfondir la procédure. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez avoir fait procédure civile et procédure pénale en TD obligatoirement. Mais ceux qui ont fait les deux en TD ont plus de chances, on ne va pas se cacher, que les autres. Je dirais, celui qui n'a fait aucune manière de procédure n'a quasiment aucune chance. En revanche, ceux qui ont fait une des deux matières en TD, procédure civile ou procédure pénale, dans ces intitulés-là ou sous d'autres intitulés, dans certaines universités, c'est droit judiciaire privé, par exemple. Pas de souci, c'est la même chose, ou procédure civile ou droit processuel. OK, ça nous va aussi ça nous va aussi, on considère que ce sont des matières de procédure. Mais il faut en avoir fait une au moins sur les deux et une au moins sur les deux à TD. Ça ne veut pas dire que notre promotion de Master 1 ne comporte que des étudiants qui ont suivi les deux matières en TD en licence. Ça veut dire, mais c'est vrai que ceux-là ont plus de chances que les autres. En revanche, cette année, et les années passées, c'était pareil, on a des étudiants qui ont parfois fait la procédure civile en TD, mais qui n'avaient jamais fait de procédure pénale, ou qui avaient fait la procédure pénale en TD et qui avaient fait la procédure civile en petite matière. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Ce que je veux dire par là, c'est que cette mention, elle n'est pas réservée à des étudiants qui sortiraient exclusivement de la licence judiciaire de Bordeaux, par exemple, qui proposent procédure civile et procédure pénale en TD. Si vous êtes en licence droit civil à Bordeaux, vous avez aussi vos chances. Or, vous avez fait des TD de procédure civile, mais vous n'avez pas fait de TD de procédure pénale, par exemple, en cette licence. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre chance. Vous avez votre chance. Mais pour nous, c'est quand même des éléments importants. Et ça devient forcément un critère de sélection. Plus vous aurez fait les deux matières et plus vous les aurez fait en TD, plus vous aurez de chances d'intégrer cette mention de master, sous réserve évidemment d'avoir des notes convenables. Donc voilà pour, je dirais, les éléments essentiels dans la constitution du dossier. A contrario, vous l'aurez noté, on ne demande pas de copie. Il n'y a pas de test en ligne pour intégrer ce master. Il n'y a pas d'entretien oral. Le fait d'avoir effectué un stage, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être un plus, mais ça n'est pas un critère décisif. Et on ne vous demande pas donc obligatoirement de produire une attestation de stage ou une convention de stage.
Voilà ce qui me semblait important de vous dire. Euh, Peut-être, parce que je suis allée peut-être un petit peu vite sur la lettre de motivation, pensez à la rédiger à l'avance, à la faire relire, pour vous assurer que cette lettre de motivation permette d'abord de mettre en avant vos qualités rédactionnelles, de mettre en avant vos, votre capacité à argumenter et à construire, à utiliser des arguments au service d'une démonstration. C'est des qualités que l'on attend de tout juriste. Et donc, même à travers la rédaction d'une lettre de motivation, on peut mettre ainsi en avant tout ce qui relève des soft skills qui sont les vôtres et également donc la cohérence avec le projet professionnel. Pour répondre aux questions qui sont petit à petit posées sur le chat, si vous avez des lettres de recommandation, bien évidemment, vous pouvez les verser au dossier. C'est un élément parmi d'autres, mais franchement, et pour répondre très honnêtement aux questions posées par l'un d'entre vous qui me demandait les critères rédhibitoires et les critères décisifs, ben, je dirais que oui, c'est un élément parmi d'autres, mais ça n'est ni décisif ni rédhibitoire. C'est-à-dire qu'un très bon dossier, même sans lettre de recommandation, il pourra passer, et un mauvais dossier, même avec 50 000 lettres de recommandation, et quand bien même parmi une, il y en aurait une du président de la République ou du garde des Sceaux, ça ne passera résolument pas. C'est loin d'être l'élément le plus important, et on y attache assez peu d'importance. Alors là, on commence à la certification en anglais, c'est pareil, ou les certifications diverses et variées. Alors, certification en langue d'une manière générale, les certifications type PICS également, c'est des éléments de plus. Bien évidemment, vous pouvez les indiquer, mais là aussi, ça n'est pas décisif. Je dirais que le plus important, si vous avez ce type d'éléments dans votre dossier, aussi bien les lettres de recommandation parce que vous avez fait des stages, vous avez exercé des emplois à droite à gauche, les certifications, je dirais plus que verser l'attestation, bon, qui sera dans le dossier certes, mais il faut que vous l'utilisiez et que vous lui fassiez dire quelque chose. Parce que, je dirais, dans la mention justice, procès, procédure, que vous maîtrisiez parfaitement PIX, bon, ça sera utile dans votre carrière professionnelle, mais dans la mention, ça ne sera pas décisif. Que vous parliez très bien l'anglais, ça peut être utile aussi, mais ça ne sera pas décisif parce que tous nos enseignements sont en français. En revanche, ça dit beaucoup de choses sur vous, sur ce que vous êtes capable de faire, sur le fait que vous n'ayez pas été exclusivement un étudiant qui a super bien travaillé ses cours de droit, qui a été en capacité de développer d'autres compétences, de s'intéresser à un milieu professionnel, de s'intéresser à un autre pays. Donc, il est capable de s'adapter à des contextes, de fournir une grosse capacité de travail. Ça, c'est important. Et ça, c'est dans la lettre de motivation que vous allez le mettre en avant. Je dirais que c'est comme ça qu'il faut que vous en saisissiez. Parce que pour nous, ce n'est pas des éléments importants dans la sélection. Mais ça en dit beaucoup sur vous, sur qui vous êtes et sur ce que vous serez en capacité de faire dans le cadre de la mention. Alors, j'ai tout un tas d'autres questions qui tombent. Je vais vous laisser, j'ai répondu à certaines, mais pas à toutes. Alors, quelqu'un me demande quelle note attendez-vous en procédure civile pour intégrer votre master? Alors que la question soit sur la procédure civile ou la procédure pénale, je suis bien incapable de vous répondre. Il n'y a pas de note plancher ou de note plafond. Là, je vais être tout à fait honnête avec vous, un étudiant qui n'a jamais obtenu de mention, et quand je dis mention, c'est-à-dire au moins 12 de moyenne, sur ces 3 années de licence, n'a que très peu de chances d'intégrer le master. Si tous les ans, vous plafonnez à 10-11 de moyenne générale sur la licence, il y a peu de chances que vous puissiez intégrer ce master. Mais après, quelqu'un qui a plus de 12 sur son master et qui, en L3, aurait suivi le cours de procédure civile, l'aurait suivi en TD, aurait plus de la moyenne en TD, mais se serait pris une mauvaise note à l'examen parce qu'il a planté son examen en janvier.
et se retrouve avec 5 sur 20, ce n'est pas quelqu'un que l'on va nécessairement exclure. Il ne va pas de ce fait-là se trouver exclu. Si c'est un étudiant qui, habituellement, a plutôt un bon niveau, en TD a eu une bonne note ou une note correcte, mais on admet tout à fait un plantage à une épreuve. C'est tout à fait possible. Donc, il y a pas de... C'est un niveau global attendu. Vous avez droit à l'erreur. Il n'y a pas de note rédhibitoire. Alors, évidemment, si vous êtes assez moyen, ah si, vous avez commencé la première année de licence à 14, mais la deuxième, elle baisse, la troisième, elle est encore plus basse. En TD procédure civile, vous peinez à avoir un 10 ou un 10,5, et à l'examen, vous prenez un 5, là, on commence à se dire, ça a l'air de devenir difficile pour lui, je pense qu'on va le perdre en master. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va réfléchir d'une manière globale. Mais après, un étudiant qui est plutôt bon et qui s'en est bien sorti en TD, ben même s'il a pris 4-5 à l'épreuve, il n'est pas forcément exclu, il n'est pas de ce fait-là exclu. Alors, si la procédure civile, pardon, je vous lis les questions parce que je ne les prends pas forcément dans l'ordre. Si la procédure civile en TD est au second semestre de L3 et que nous l'avons choisie en TD, est-ce considéré comme fait dans l'examen des candidatures? Oui, à ce moment-là, mais attention, on a des moyens de... Il ne s'agit pas de dire oui, j'ai tout fait et, en pensant que nous, on ne le vérifie pas. On a des moyens de vérifier. Mais effectivement, si vous avez suivi, si vous êtes en L3 et que la procédure civile est au second semestre, vous êtes inscrit en TD de procédure civile, vous êtes en train de la suivre, ben vous couchez, oui, j'ai fait des TD de procédure civile. En revanche, vous ne mettez pas de note puisque par hypothèse, le semestre n'est pas terminé et vous n'avez donc pas votre note. La question est formulée de telle manière, me semble-t-il, qu'on vous dit, si vous avez cette note, veuillez l'indiquer. Effectivement, si c'est au second semestre, vous ne pouvez pas l'indiquer, c'est évident. Alors, pour celui qui m'a... J'essaie de reprendre pour n'oublier personne. Les questions sur l'unité de professionnalisation. Comment s'opère la sélection sur l'unité de professionnalisation? Alors, ce n'est pas du tout à ce stade-là que vous allez candidater sur l'unité de professionnalisation. Le dossier de candidature sur l'unité de professionnalisation, vous serez amené à le faire au cours du premier semestre de l'année de Master 1. Donc, je sais plus, en octobre, je crois qu'on vous demande de faire acte de candidature pour une unité de professionnalisation. Je ne peux vous parler que de l'unité magistrat, car c'est la seule dont je suis responsable avec le professeur Aurélie Bergeau-Wetterwald. Pour nous, ce qui est important, c'est là aussi, et c'est pour ça que les étudiants de master justice, procès, procédure y arrivent assez bien, on demande à ce qu'il y ait un bagage minimal de procédure, un niveau global correct, mais je dirais qu'aujourd'hui, tous les étudiants de master ont un niveau global correct, et on accordera en priorité des places dans cette unité à ceux qui sont motivés, qui veulent devenir magistrats, mais qui n'ont jamais eu la chance de faire un stage en juridiction, ou alors qui n'ont rien fait de plus qu'un simple stage d'observation, comme on peut le faire par exemple en troisième. Donc, c'est priorité à ceux qui, par leur réseau, n'ont pas cette possibilité-là. Mais là, je dirais, on a peut-être... Voilà, c'est un retour d'expérience sur les années passées parce qu'il y a quand même une donnée importante pour intégrer cette unité. C'est comme elle comporte des enseignements assurés par des professionnels, mais surtout des stages, on est étroitement dépendant du nombre de stages dont on dispose d'une année sur l'autre. Et ce nombre peut varier. On travaille en partenariat avec le tribunal judiciaire de Bordeaux, la Cour d'appel de Bordeaux, et on est en train de mettre en place un partenariat avec le tribunal judiciaire de Libourne. Donc, on contacte d'abord nos partenaires pour savoir combien ils peuvent nous proposer de stages sur les semaines qui sont identifiées par la scolarité. C'est 2 fois une semaine. Et en fonction de l'offre de stage qu'ils nous proposent, on choisit le nombre de candidats pour
pourvoir chaque poste, chaque offre de stage. Donc, en général, on a une quinzaine de possibilités, quinzaine de supports de stage, et donc on prend 15 étudiants issus des différents parcours de master. Mais je ne vous cache pas qu'il y a plus de 50% qui sont issus de la mention justice au regard des critères qui sont les nôtres, parce que il faut que vous soyez quand même un peu opérationnel auprès du magistrat. Donc, il faut avoir quand même déjà quelques notions de procédure pour intégrer, analyser et maîtriser un dossier. Alors, j'ai aussi une question. Pardon, je prends les questions un peu dans le désordre là maintenant. Quels sont les débouchés après un doctorat? Existe-t-il des passerelles vers les métiers judiciaires? Alors oui, quand on est diplômé d'une thèse en droit, donc on a un doctorat en droit, quel que soit d'abord, ce doctorat, ce sera un doctorat en droit privé et sciences criminelles. Il y a plus de spécialité que si vous faites une thèse en procédure civile ou une thèse en droit civil ou une thèse en droit pénal, vous sortirez docteur en droit privé et sciences criminelles, quoi qu'il en soit. Et il existe effectivement des passerelles. Alors, on peut, avec un doctorat, intégrer la carrière universitaire, mais on peut également intégrer, mais sous condition, avec des conditions qui varient selon le... Mais il y a des passerelles vers la magistrature, il y a des passerelles vers l'avocature également. Donc, en fonction, il y a des changements aussi actuellement dans les réformes. Soit vous êtes dispensé de passer l'examen d'entrée, mais vous devez quand même passer une sélection sur dossier ou passer un examen de sortie. Actuellement, par exemple, sur avocat, les étudiants qui sont titulaires d'un doctorat ne passent pas l'examen d'entrée, mais suivent la formation à l'école et passent le capable de sortie. Alors, là, j'ai une question tout à fait différente. Combien de masters à Bordeaux, sur combien de masters à Bordeaux peut-on candidater? Certains nous disent qu'on est limité à 2 mentions. Alors, je ne crois pas du tout. Sauf erreur de ma part, vous pouvez candidater au niveau national à 10 mentions, me semble-t-il. Étant entendu que, et je ne crois pas que ce soit 2 de Bordeaux, mais je ne crois pas qu'il y ait de plafond sur Bordeaux. Et attention aussi, parce que ça vous ouvre quand même beaucoup de perspectives, même si ça ne vaut pas pour ma mention, c'est des candidatures à la mention, de telle sorte qu'elle vous permet de candidater aux différents parcours au sein de la mention. Bon, moi, il n'y en a qu'un, il y a le contentieux judiciaire, c'est tout. Et par exemple, si vous candidatez à la mention pénale, et sciences criminelles, ça vaut un vœu, alors que dans cette mention, il y a plusieurs parcours. J'ai aussi une question sur... Alors, est-ce que les notes du second semestre comptent? Bah, je dirais que idéalement, oui, elles comptent. Et je vous dirais que l'année dernière, elles ont compté. Et elles ont compté d'autant plus que, puisque nous, on insiste sur la procédure, c'est souvent à L3 qu'il y a les notes de procédure. Et si vous avez 2 notes de procédure à L3, il y en a souvent une OS1 et une OS2. Donc, on aime bien avoir ces notes du second semestre. La difficulté cette année, c'est que la campagne de candidature a été avancée. Et vous candidatez très tôt à une période donc où vous n'avez pas vos notes de Master 2. Et l'année dernière, nous avions quand même tenu compte pour les Bordelais tout au moins, et éventuellement pour les extérieurs s'ils complétaient leur dossier, des notes obtenues au second semestre parce que nous examinions les candidatures alors que les délibérations du second semestre avaient lieu. Et par exemple, pour les Bordelais, on avait les PV du second semestre. Les notes n'avaient pas encore été publiées, mais on avait pu avoir accès aux PV du second semestre. Cette année, avec une campagne qui est une campagne avancée, je ne suis pas sûre, et je suis même presque sûre de l'inverse, que l'on ait ces notes du second semestre. J'espère qu'on en aura certaines, tout au moins, peut-être vos notes de TD, mais je ne suis pas sûre qu'on arrive à avoir toutes les notes d'examen. Je n'ai pas encore le calendrier du second semestre, mais il me semble qu'on n'aura sans doute pas toutes ces informations-là. En tout cas, nous, la plage pour sélectionner est importante puisqu'on peut examiner les candidatures sur avril et mai.
il est évident que nous allons les examiner le plus tard possible pour pouvoir avoir le plus d'informations possible si on a une chance de les obtenir. Avoir effectué une césure, est-ce rédhibitoire dans l'examen des candidatures? Non, pas du tout. Alors, ça dépend où vous l'avez placé, votre césure, mais je suppose que compte tenu de cette question, ça veut dire que la césure, elle a été placée en licence. Ce n'est pas du tout un rédhibitoire. À vous de vous en servir aussi pour montrer que c'est une force et que cette césure, elle nous a permis de tester, je ne sais pas, vos capacités à ceci, cela, de faire preuve de motivation, de vous enrichir d'une manière ou d'une autre. Mais la césure, il faut juste l'expliquer, parce qu'il ne faut pas que ça apparaisse comme un trou dans votre parcours, mais il n'y a aucun souci, la césure, elle est possible. Oui, il est tout à fait possible de faire le certificat de sciences criminelles en parallèle du master. C'est un diplôme universitaire. Il est offert aux étudiants à partir du moment où ils sont titulaires d'une licence. Donc, c'est tout à fait possible de vous inscrire en parallèle au certificat de sciences criminelles. Vous pouvez le faire. J'allais dire, il y a pas de difficulté. Au pire, il y a peut-être parfois quelques chevauchements d'heures, mais à vous de jongler, je dirais, avec ce master comme avec les autres. C'est tout à fait possible. Je crois que j'ai fait le tour des questions qui ont été posées sur le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez le droit d'ouvrir votre micro, hein, je peux prendre les questions en direct aussi. Alors, est-ce qu'avoir fait la prépa Montesquieu est un plus? Euh, la prépa Montesquieu, c'est quoi? C'est la prépa concours en parallèle de la licence, c'est ça? Bah écoutez, là aussi, ça, j'aurais tendance à dire que oui, c'est forcément un plus. À vous de le vendre, de l'expliquer. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça ne fait pas partie des critères importants, mais ça révèle quelque chose sur vous. Ça révèle sans doute votre capacité à mener de front une licence, que j'espère que vous avez bien réussi, et à mener une prépa en parallèle. Donc ça montre votre capacité à travailler différemment, à travailler beaucoup de choses en même temps. Donc à vous de le faire valoir dans votre lettre de motivation. Mais ça peut être effectivement un plus. S'agissant des notes obtenues au second semestre, doit-on vous envoyer un mail si nous ne sommes pas étudiants de la faculté de Bordeaux? Un mail pour dire quoi? Pour nous dire que vous ne mettez pas les notes, mais que vous les aurez plus tard, ce genre de choses? Non, vous ne m'envoyez pas de mail, ni à Madame Mergeau. Nous, les mails de ce type-là, on ne va pas les gérer. Si vous obtenez des choses qui peuvent venir en complément de votre dossier, à ce moment-là, vous le transmettez directement à la scolarité. Je ne pense pas que vous ayez la possibilité de compléter votre dossier. Une fois qu'il est déposé, il est verrouillé. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais on envoie la scolarité, ça c'est possible. Elle va les centraliser et nous, puisque nous, on communiquera précisément les dates à laquelle la commission va se réunir, mais ça, on le communique uniquement à la scolarité. Et donc, la scolarité peut centraliser les informations qui lui seraient parvenues entre-temps et nous les transmettre en amont de la réunion de la commission pour que l'on puisse étudier en ayant en notre possession tous les éléments. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, mais avant de vous lâcher, c'est presque l'heure, je vous signale, vous avez dû le voir, il y a eu des communications faites en ce sens. Je n'en parle que maintenant et j'espère que ce n'est pas ce qui explique le peu d'étudiants présents cet après-midi, sans compter que vous êtes encore moins que tout à l'heure, donc certains ont trouvé que c'était trop long et se sont déjà déconnectés. Mais les étudiants du Master 2 contentieux judiciaire organisent ce soir une réunion complémentaire pour vous accompagner et partager avec vous leur expérience du master justice procès procédure qu'ils ont eu la chance d'intégrer l'année dernière et dans lequel ils sont actuellement. Donc, à Pessac,
De 17 heures à 19 heures, il vous propose un rendez-vous en salle H1 201. Donc, ce sera l'occasion pour vous, si vous le souhaitez, d'échanger en direct avec des représentants, je ne pense pas qu'ils soient tous là, hein, des représentants de la promotion actuelle du Master 2 contentieux judiciaire. Ce qui vous montre peut-être, et ça me semble aussi important, ça n'est pas présent dans toutes les mentions de master à Bordeaux, mais une forme de dynamisme et de solidarité, j'allais dire, intergénérationnelle. Les étudiants du master 2 ont constitué une association des anciens, enfin des étudiants du master 2, donc il y a une sorte d'alumni des étudiants du master 2. Ils ont créé et gardé des contacts via des groupes d'échange avec les anciens des Master 2, ce qui peut être extrêmement utile pour obtenir des stages en Master 2 ou pour échanger ensuite sur l'avenir professionnel, puisque ce Master 2 existe depuis longtemps, de telle sorte qu'on a quantité de nos étudiants qui sont désormais magistrats, avocats, commissaires de justice, greffiers, etc., dans la police, dans les finances publiques, par exemple. Donc, on a une association des anciens et donc des échanges avec les anciens, mais également les étudiants de Master 2 créent des liens avec les étudiants de Master 1, avec des occasions de se rencontrer, des conférences qui peuvent être organisées, co-organisées par les Master 1 Justice Procès, les Master 2 Contentieux Judiciaire, les étudiants en thèse sous la direction issue de ces Master 2 et les anciens, pourquoi pas. Donc voilà, il y a cette espèce de phénomène de génération et d'entraide d'une promo sur une autre. Alors, le nom de l'association des étudiants du Master 2, c'est une bonne question. Je crois qu'elle s'appelle Association Master 2 Contentieux Judiciaire. Je ne crois pas qu'il y ait de nom particulier. Alors, il faudrait que je sorte mon suite de promotion que tous les ans les étudiants m'offrent pour m'assurer qu'il n'y a pas de nom particulier, mais je ne crois pas. Ou Association Master JPP, quelque chose comme ça. Vous la trouverez assez facilement sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que ces derniers jours. Ils communiquent beaucoup et cette année, la semaine dernière, ils ont souhaité baptiser leur promotion. Donc, c'est la promotion Jolie Le Cause, du nom d'une magistrate. Et ils ont communiqué, notamment sur LinkedIn, euh, avec des photos de promo de leur association. Donc, bon, ça, je vous en ai assez peu parlé parce que ça vous intéresse, j'allais dire un peu moins dans l'immédiat, mais le Master 2, c'est une année quand même un peu différente, plus dynamique, où il y a certes des enseignements, mais à côté des enseignements, on valorise aussi tout un tas de choses, d'autres choses, de projets professionnels, donc de projets pédagogiques, pardon, de projets pédagogiques avec, par exemple, une participation au concours de la médiation qui se déroule tous les ans au Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, le suivi de procès d'assises, les visites de prison, notamment de la prison de Bordeaux-Gradignan, par exemple, l'organisation de conférences. Cette année, il y a eu un cycle de conférences, il est en cours sur les cours criminelles départementales. Donc voilà, tous les ans, en fonction des envies et des possibilités qui sont à la fois celles des étudiants et les nôtres, on propose tout un tas de choses en plus de la formation, la priorité étant quand même la formation et l'obtention du Master 2. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite donc à tous une bonne après-midi. Je vous invite à aller poser des questions complémentaires si vous les avez, si vous en avez ce soir directement aux étudiants. Et puis, voilà, je vous invite à vous y prendre assez tôt pour constituer votre dossier. Et notamment, n'attendez pas le dernier jour, le 24 mars, pour déposer votre dossier. Commencez à penser dès à présent à la confection de votre CV et de votre lettre de motivation. Je pense qu'une lettre de motivation bien faite, c'est aussi une lettre de motivation sur laquelle on est revenu plusieurs fois, qu'on a laissé mûrir, qu'on a lu, relu, amélioré pour à rajouter tout ce qui peut être utile. Donc, constituez dès à présent une trame, mais laissez-vous un peu de temps pour la faire évoluer et donc ainsi multiplier vos chances. La priorité, c'est quand même de réussir cette année de L3 du mieux possible.
Donc, je vous souhaite une bonne continuation au cours de ce semestre et j'espère en avoir le plus grand nombre parmi vous sur trouver mon master et ensuite en master 1 à nos côtés dans cette mention justice, procès, procédure. Bonne fin de journée. Au revoir.